16 décembre 1944, forêt des Ardennes, Belgique. Le vent glacial sifflait à travers les pins sombres, portant avec lui l'odeur âcre de la neige fondue et du métal froid. Vous entendez d'abord le ronronnement distant des moteurs diesel, un grondement sourd qui fait vibrer le sol boueux sous vos bottes, puis le crissement des chenilles sur les racines gelées et les ordres étouffés des officiers allemands de la 5e Panzerdivision, la Panzerlehr. Le colonel Rudolf Gerhardt, un vétéran buriné par les campagnes de l'Est, ajuste sa casquette sous la lumière pâle d'une torche. Ses yeux scrutent l'obscurité, où les silhouettes massives des Tigers et des Panthers émergent comme des ombres vivantes. « Avancez en formation serrée », murmure-t-il à son adjudant. La voix rauque contre le froid. « Les Américains sont en déroute. Nous les écraserons avant l'aube. » La division, forte de plus de 10 000 hommes et 200 chars, s'ébranle dans la nuit. C'est l'offensive des Ardennes, le dernier coup de maître d'Hitler pour percer les lignes alliées et reprendre l'initiative. Gerhardt sait que le secret est leur arme principale. Des semaines de préparation dans les bunkers de la Westwall, avec des cartes volées par les agents de l'Abwehr et des rapports d'espions indiquant un front américain affaibli, occupé par des recrues inexpérimentées de la 106e division d'infanterie. Les blindés roulent en colonne, leurs phares occultés pour éviter les patrouilles aériennes. À l'arrière, les Half-Track transportent les grenadiers de la Fallschirmjäger Panzerdivision Hermann Göring, leurs fusils MP-40 prêts, le cœur battant au rythme des explosions lointaines du front Est. Mais sous la surface de cette confiance martiale, une tension invisible palpite. Vous sentez là dans l'air, ce silence entre les transmissions radio qui craquent comme du papier froissé. Le lieutenant Klaus Müller, un jeune officier de 24 ans originaire de Bavière, serre les commandes de son Panther AOSF. D. La radio de bord grésille. Ici commandement, rapportez toute anomalie. Müller jette un œil à son chef de char, un sergent taciturne nommé Heinrich, dont le visage est marqué par une cicatrice de Stalingrad. « Rien d'anormal, répond Müller, mais son instinct lui dit le contraire. Les arbres semblent trop denses ici, les routes trop étroites pour une percée rapide. Et cette brume qui s'élève du sol, est-ce seulement le brouillard matinal ou quelque chose de plus sinistre ? Au quartier général de la 5e Panzer, à quelques kilomètres en retrait, le général Hasso von Manteuffel coordonne l'assaut. Ses cartes, éclairées par une lampe à huile, montrent la route vers Bastogne comme une veine ouverte. La 26e Volksgrenadier doit fixer les Américains, ordonne-t-il à ses aides de camp, un cigare éteint entre les lèvres. Nous frapperons au cœur avec les Panzers, pas d'hésitation. Von Manteuffel, un tacticien rusé, a planifié cela pendant des mois. Des troupes déguisées en américains pour semer la confusion, des parachutistes largués en tenue US pour saboter les communications. L'intelligence de l'OKW promet une surprise totale. Pourtant, dans les bunkers humides, un officier du renseignement, le major Erich von Dembach, fronce les sourcils devant un rapport intercepté. Des mouvements alliés inhabituels près de Saint-Vith, note-t-il. Mais la radio est encombrée et les ordres d'en haut insistent. Avancez, avancez. De retour sur la route, la colonne progresse. Les phares des Kübelwagen percent sporadiquement l'obscurité, révélant des panneaux routiers en anglais arrachés, un signe que les Yankees ont fui. Gerhardt, dans son véhicule de commandement, écoute les rapports. Première compagnie en position, pas de résistance. Un sourire fugace traverse son visage. Il pense à sa famille à Berlin, aux ruines bombardées par les B-17 et à cette offensive qui pourrait inverser la marée. Mais soudain, un craquement sec résonne, non pas une explosion, mais un bruit mécanique, comme un piège qui se referme. Un éclaireur à moto s'arrête net, son engin calé dans une ornière profonde. Route bloquée par la neige, crie-t-il dans la radio. Les hommes descendent, pelles en main, creusant frénétiquement. Le froid mord leurs doigts engourdis, et le vent porte des murmures. Est-ce le loup-garou des Ardennes, cette légende qu'il se raconte pour tromper l'ennui? Müller, dans son Panther, sent la sueur couler sous son uniforme malgré le gel. Vous êtes là, avec lui, le cœur qui cogne, imaginant le canon de 75 mm pointé vers l'inconnu. « Avancez lentement !»
ordonne Gérard par radio. Déploiement en éventail. Les chars s'écartent, leurs tourelles pivotant avec un grognement hydraulique. C'est alors que l'invisible commence à se manifester. Pas de tir, pas de mine évidente, mais une sensation, un filet tendu dans l'ombre. Un opérateur radio capte un signal brouillé. Des transmissions en code morse, trop rapides pour être déchiffrées. Jamming américain, se demande Heinrich, ajustant son casque. Les Panzers ralentissent, les chenilles patinant sur une couche de verglas traître. Gerhardt ordonne une pause, les hommes allumant des cigarettes rationnées, leur souffle formant des nuages dans l'air. Au loin, des lueurs sporadiques, peut-être des feux alliés, ou des leurs. Von Manteuffel, au PC, reçoit les premiers retards. La division est ralentie par le terrain. Il frappe du poing sur la table. « Poussez !» Les réservoirs sont pleins, les munitions à bord. Mais dans les rangs, le doute s'insinue. Un grenadier, un gamin de 18 ans nommé Fritz, chuchote à son camarade. Et si c'était un piège? Les Américains ne fuient pas comme ça. Le vent emporte ces mots, mais ils planent comme une menace. La nuit s'épaissit, et la 5e Panzer, fière et invincible en apparence, avance à tâtons dans ce labyrinthe boisé. Ce qui semble être une route libre cache des secrets, des positions d'artillerie camouflées, des lignes téléphoniques alliées enterrées et un réseau d'espions qui a vu venir l'assaut. Gerhardt scrute l'horizon, ignorant encore que ce piège invisible, tissé de renseignements et de terrains impitoyables, est sur le point de se refermer. Si vous voulez suivre d'autres récits comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Pourtant, l'aube approche, et avec elle, les premiers signes d'une embuscade qui changera tout. Les moteurs tournent au ralenti, attendant l'ordre fatal. L'aube traîtresse. Le 17 décembre 1944, l'aube grise se lève sur les Ardennes, baignant la forêt d'une lumière laiteuse qui filtre à travers les branches alourdies de givre. Vous sentez le froid s'insinuer dans vos os, plus mordant encore que la nuit, tandis que le soleil timide peine à percer le brouillard épais. Les moteurs des Panzers ronronnent toujours au ralenti, un bourdonnement incessant qui masque à peine le craquement des pas sur la neige tassée. Le colonel Rudolf Gerhardt, emmitouflé dans son manteau de laine, descend de son véhicule de commandement, une 16D KFZ 251 Half-Track, et scrute l'horizon. Ses bottes s'enfoncent dans la boue gelée et il allume une cigarette, le briquet Zippo volé à un prisonnier américain tremblant dans sa main gantée. « En avant !» ordonne-t-il d'une voix ferme, relayée par les talkies-walkies portatifs Fuji 5. La 5e Panzer doit percer avant que les renforts alliés ne se regroupent. La division s'ébranle à nouveau, les chenilles des Tiger E et des Panthers AOSF, G mordant le sol avec un grondement primal. À la tête de la première compagnie, le lieutenant Klaus Müller ajuste les lunettes de visée de son char, le canon de 75 mm KWK, 42 pointé vers la route sinueuse menant à Saint-Vite. Heinrich, son chef de char, mâchonne un morceau de pain noir, les yeux plissés contre la brume. « Restez vigilants !» grogne-t-il dans l'intercom, sa voix étouffée par le casque en cuir. Ce brouillard cache plus que des arbres. Les grenadiers, dans les half-track à l'arrière, armés de leurs MG42 et de grenades à main style hand-granate, scrutent les sous-bois. Fritz, le jeune de 18 ans, serre son fusil carabineur 98K, le doigt effleurant la détente. L'air porte l'odeur de diesel brûlé et de pain humide, un mélange qui colle à la gorge. Au quartier général improvisé, niché dans une ferme abandonnée près de Prüm, le général Hasso von Manteuffel déplie une nouvelle carte, marquée de croix rouges indiquant les positions ennemies supposées. Ces aides de camp des capitaines de la Wehrmacht aux uniformes tachés de boue rapportent les dernières nouvelles par radio. La 26e Volksgrenadier a fixé les Américains à Losheim Gap, annonce l'un d'eux, un télégraphiste penché sur un appareil Enigma qui cliquette furieusement. Von Manteuffel hoche la tête, son monocle scintillant sous la lampe à pétrole. Poussez les Panzers vers le nord. Bastogne est la clé. Capturez-la, et les lignes alliées s'effondrent comme un château de cartes. Il ignore pour l'instant les murmures persistants du major Erich von dem Bach qui agite un rapport intercepté.
des signaux radio alliés, codés avec un système britannique appelé Colossus, suggérant que les Américains anticipent l'assaut. « C'est du bruit », balait von Manteuffel. L'Abwehr confirme, le front est faible, occupé par la 106e Infantry Division, des boys frais et moulus de l'académie. Sur la route, la colonne progresse à 10 km à l'heure, les chars en formation en coin pour couvrir les flancs. Soudain, un sifflement strident déchire l'air. Pas une explosion, mais le hurlement d'un obus d'artillerie américain, un 105 mm M2A1 tiré depuis une position camouflée dans les collines. L'impact frappe à 100 mètres, soulevant une gerbe de terre et d'éclats qui crible un half-track. Des cris fusent. « Feu ennemi, prenez cover !» Müller pile son Panther, la tourelle pivotant avec un vrombissement hydraulique. Heinrich charge un obus Panzergranate 39 et le canon crache une langue de feu, abattant un arbre qui masque peut-être un nid de mitrailleuse. Mais il n'y a pas de riposte visible. Seulement ce silence oppressant qui suit, ponctué par le gémissement des blessés. Vous êtes là, dans la tourelle étouffante, l'odeur de cordite emplissant vos narines, le cœur battant au rythme des relais radio. Position d'artillerie à 2 heures. Coordonnées 50. 3 nord, 6, 1 est. Gerhardt, dans son half-track, ordonne un déploiement immédiat. Première et deuxième compagnie, avancées en ligne. Appui-feu des Jagdpanzer. Les chars de chasse, armés de leurs canons PAC 43 de 98 mm, se positionnent sur les hauteurs, leurs moteurs Maybach HL 250 rugissant. Les Fallschirmjäger sautent des véhicules, rampant dans la neige avec leurs FG-42. Ces fusils d'assaut légers conçus pour les Paras. Fritz suit son sergent, rampant ventre à terre, le souffle court. « C'est pas des recrues !» allait-il, alors qu'une rafale de M1 Garand alliés siffle au-dessus de leur tête. Les Américains, en réalité des vétérans de la 2e division blindée US, renforcés par des éléments de la 7e Armored, ont été alertés par un réseau d'espions belges et des éclaireurs britanniques. Leur position, creusée avec des pelles e-tool et camouflée sous des filets de branches, forment un filet invisible. Des batteries de 155 semi-crélima longues, Tom prêtes à marteler, des jeeps Willy MB transportant des officiers du Chaef pour coordonner. Von Manteuffel reçoit les premiers rapports de pertes au PC. 2 half-tracks détruits, une dizaine d'hommes hors combat. C'est une embuscade mineure, tranche-t-il, mais son cigare s'éteint entre ses doigts. Il active la radio pour Hitler via le central de l'OKW à Zossen. Division engagée, résistance légère, percée imminente. Pourtant, von Dembach insiste « Général, nos transmissions sont brouillées. Les Alliés ont des détecteurs de direction depuis l'Angleterre. Ils savent où nous sommes. » Von Manteuffel le fait taire d'un geste. L'offensive doit continuer, avec ses 200 blindés et ses 10 000 grenadiers contre un ennemi supposé en débandade. De retour au front, Müller ordonne à son équipage de recharger. Un obus américain frôle la blindure de 80 mm du Panther, laissant une marque noircie. « Avancez! Ne vous arrêtez pas !» crie Gerhardt par éther. Les chars roulent, écrasant les barbelés alliés, mais le terrain se resserre. Des routes étroites, bordées de fossés anti-chars, remplies d'eau gelée, des mines Teller anti-chars, semées par les ingénieurs US de la 28e Infantry Division. Un Tiger dérape, son chenille se brisant sur une ornière piégée, immobilisant le géant de 68 tonnes. Les hommes descendent pour réparer, sous le feu croisé de Brownings M1919, montés sur des half-track M3. Heinrich, exposant la tête, est touché à l'épaule. Du sang chaud coule sur son uniforme. « Couvert-feu !» hurle Müller, mitraillant l'ombre avec la MG-34 coaxiale. La bataille s'intensifie, un chaos de fumée et de métal tordu. Les Panzers ripostent avec leurs canons, abattant un Sherman M4 qui surgit d'un bois, son canon de 76 mètres crachant en vain contre la supériorité allemande. Mais pour chaque tank allié détruit, le piège se resserre. Des observateurs d'artillerie US, tapis dans les arbres avec des radios SCR-300, appellent des barrages précis. Des explosions secouent la colonne, isolant les unités. Fritz, plaqué au sol, voit un camarade pulvérisé par un éclat.
Le cri de l'homme résonne comme un avertissement. Gerhardt, le visage barbouillé de suie, réalise que ce n'est pas une fuite américaine, mais une défense acharnée, ourdie par le général Anthony McAuliffe et ses paras de la 101e Airborne en route pour Bastogne. Von Manteuffel au PC frappe la table. Envoyez les Sturmpanzer IV pour briser la ligne. Mais les retards s'accumulent, le carburant des Panzers fondant sous les tirs constants. Le major von Dembach murmure à un aide « C'est le piège. Ils nous saignent à blanc sans nous laisser avancer. » L'aube est maintenant haute, et la 5e Panzer, piégée dans ce corridor boisé, sent le filet se nouer. Müller, pensant Heinrich dans la tourelle, jette un œil dehors. Des silhouettes ennemies bougent dans la brume, invisibles jusqu'au dernier moment. Pourtant, l'ordre fatal arrive, chargez ou périssez. Les moteurs hurlent, mais le destin de la division vacille déjà dans l'ombre des Ardennes. Le piège se referme. Le 17 décembre 1944, midi approche dans les Ardennes et la brume s'effiloche lentement, révélant un ciel plombé qui pèse sur la forêt comme un linceul. Vous entendez le staccato incessant des mitrailleuses, un rythme infernal qui se mêle au hurlement des obus traversant l'air, suivi des détonations sourdes qui font trembler la terre. L'odeur de poudre brûlée et de bois calciné imprègne tout, un voile âcre qui colle à la peau et aux poumons. Le lieutenant Klaus Müller, le front en sueur dans la tourelle étouffante de son Panther Osf. G recharge frénétiquement un obus Panzergranate 40, ses mains gantées glissant sur le métal chaud. Heinrich, son chef de char blessé, gémit en se tenant l'épaule, un pansement improvisé imbibé de sang. « Tenez bon !» murmure Müller dans l'intercom, la voix tendue comme un câble d'acier. « On va les déloger, dehors !» Les chenilles patinent dans la boue rouge de sang et de terre, tandis que la 5e Panzerdivision, maintenant réduite à 180 blindés opérationnels, tente de forcer le passage vers Saint-Vite. Le colonel Rudolf Gerhardt, posté sur une hauteur boisée, observe le chaos à travers ses jumelles Zeiss, le vent froid fouettant son écharpe. Son Half-Track SD KFZ 251 est entouré d'un cordon de grenadiers de la Panzerlehr, leur MG-42 crachant des rafales de 1200 coups par minute vers les positions américaines invisibles. « 2e compagnie, contournée par l'Est », ordonne-t-il par radio Fugé 12, sa voix rauque couvrant le vacarme. « Ne laissez pas ces diables nous clouer au sol. » Les chars Tiger I, avec leurs canons KV-K-36 de 98 mm, tonnent en réponse, abattant un M4 Sherman qui émerge d'un fossé, son blindage frontal de 63 mm fondant sous l'impact. Mais pour chaque victoire, une perte. Un Jagdpanzer IV est pulvérisé par un bazooka M1 américain, lancé depuis un buisson par un sergent de la 7e Armored Division. L'explosion illumine la brume, projetant des éclats qui fauchent 3 Fallschirmjäger à proximité. Fritz, le jeune grenadier, rampe derrière un tronc couché, son carabineur 88K tremblant dans ses mains. « Ils sont partout !» halète-t-il à son camarade, les yeux écarquillés sur les silhouettes floues qui bougent comme des fantômes dans les sous-bois. Au quartier général de von Manteuffel, dans la ferme de Prüm, l'atmosphère est électrique, saturée de la fumée des cigarettes et du cliquetis des télétypeurs. Le général, les traits tirés sous son képi, se penche sur une carte actualisée où des flèches rouges indiquent l'avancée laborieuse de la division. Ces aides de camp, dont un capitaine de l'état-major général, rapportent les pertes par radio. 10 chars hors combat général. Les Américains ont des positions d'artillerie avancées, des M7 Priest avec obusiers de 105 mm, camouflés dans les ravins. Von Manteuffel serre les poings, son monocle glissant sur son nez. C'est plus qu'une résistance légère. Envoyer les Sturmpanzer IV du bataillon lourd pour percer et activer les Nebelwerfer pour un barrage de roquettes. Les aides hochent la tête, transmettant les ordres via l'Enigma, ignorant que les Alliés, grâce à leurs décrypteurs à Bletchley Park, interceptent déjà des fragments de communication. Le major Erich von Dembach, relégué dans un coin sombre, feuillette un dossier d'intelligence.
des photos aériennes alliées de la RAF, montrant les mouvements allemands depuis des jours. Général, ce n'est pas une surprise pour eux. Le Chaef a repositionné la 100e infanterie avec des vétérans de la 28e division. C'est un piège. Ils nous canalisent vers Saint-Vite pour nous saigner. Sur le front, la bataille vire au cauchemar. Les panzers avancent en formation dispersée, leur moteur Maybach HL 230 surchauffant sous les tirs constants. Müller ordonne à son équipage de pivoter la tourelle, le canon crachant un obus vers une colline où des éclairs trahissent une batterie US. L'impact soulève une gerbe de neige et de rochers, mais la riposte est immédiate. Un barrage d'obusiers M114 de 155 mm s'abat, précis comme un scalpel, grâce aux observateurs radio SCR 510 tapis dans les arbres. Vous sentez la secousse, le monde qui bascule dans un rugissement assourdissant, alors qu'un panthère voisin est éventré, son réservoir de carburant explosant en une boule de feu orange. Les hurlements des hommes à l'intérieur percent le vacarme, un son primal qui glace le sang. Gerhardt, courant d'un char à l'autre, motive ses troupes. « Pour le Führer, pour l'Allemagne, ne reculez pas !» Mais intérieurement, le doute le ronge. La route vers Bastogne, censée être ouverte, est un goulet d'étranglement bordé de mines Teller et de fossés anti-chars, creusés par les ingénieurs du génie US avec leurs bulldozers D8. Fritz et ses camarades chargent une position, rampant à travers un champ de barbelés sous le couvert d'un tir de barrage des Nebelwerfer. Ces lance-roquettes multiples qui hurlent comme des banshees, semant la terreur avec leurs charges incendiaires. Ils atteignent un bunker américain, un abri en sac de sable renforcé de tôles ondulées, et lancent des grenades style handgranate par les embrasures. Des cris en anglais fusent, suivis d'une contre-attaque. Des GI de la 2e division blindée, armés de Thompson submachine gun, surgissent d'un boyau, fauchant 2 grenadiers d'une rafale. Fritz tire son K-98K abattant un sergent barbu, mais une balle lui effleure la joue, laissant une traînée de feu. « Reculez, reculez !» crie son sergent, tandis que les half-track M3 US montés de mitrailleuses, 50 cals, arrosent la retraite. Les Allemands se replient en ordre, mais le coup est élevé. Une compagnie entière immobilisée, ses chars embourbés dans un marécage dissimulé sous la neige. Von Manteuffel, recevant les rapports par fil tendu, les radios brouillées par les jammers alliés, frappe la table de son poing ganté. La 5e Panzer doit tenir Saint-Vite à tout prix. Coordonné avec la 116e Panzer pour un assaut conjoint. Il ignore les avertissements de von Dembach qui pointent du doigt un message intercepté. Les Américains, sous le commandement du général Bruce Clark de la 7e Armored, ont fortifié la ville avec des canons anti-chars, PAC 40 capturés et des bazookas. Ils nous attendent, général. Ce piège invisible, c'est leurs renseignements, leurs radars et leurs espions belges qui nous guident droit dans la nasse. Von Manteuffel balaie l'air d'un geste, avancez ou l'offensive entière échoue. Hitler compte sur nous. Pourtant, dans les bunkers humides, les officiers murmurent. Le carburant manque déjà, les rations s'amenuisent et les blessés s'entassent dans des ambulances Kübelwagen sous le feu. Müller, extrayant son Panther d'une ornière avec l'aide d'un treuil, jette un œil à la boussole. La division dévie, canalisée par le terrain vers un col étroit près de Sankt-Vith. Les explosions se multiplient, isolant les unités en poche vulnérables. Gerhardt, le visage noirci par la suie, ordonne une pause tactique, les hommes creusant des trous de renard avec leurs pelles Klapspaten. Fritz, adossé à un arbre, mâche un morceau de chocolat rationné, les yeux fixés sur la brume qui s'épaissit à nouveau. « On va y passer », chuchote-t-il, sentant le piège se refermer comme des mâchoires d'acier. Au loin, le grondement d'un nouveau barrage américain annonce la suite. Des Thunderbolt P-47 de l'USAAF, guidés par des balises radio, prêts à piquer sur les colonnes exposées. La division, fière machine de guerre, vacille maintenant, ses rouages grippés par l'invisible.
Von Manteuffel envoie un dernier ordre, pressé, mais le filet se noue, et l'après-midi porte les ombres d'une défaite naissante. L'assaut écrasé. Le 17 décembre 1944, l'après-midi s'étire dans les Ardennes comme une plaie ouverte. Le ciel bas est chargé de nuages noirs, déversant une pluie fine qui transforme la neige en boue traîtresse. Vous sentez l'humidité s'infiltrer partout, collant les uniformes à la peau, tandis que le grondement des moteurs diesel se mêle au crépitement incessant des tirs d'armes légères. L'air est saturé d'une odeur âcre de cordite et de caoutchouc brûlé, un relent qui pique les yeux et noue l'estomac. Le lieutenant Klaus Müller, les nerfs à vif dans la tourelle surchauffée de son Panther AESF. G essuie la sueur de son front avec le revers de sa manche. Heinrich, pâle comme un linceul, est évacué par un brancardier sur une Kübelwagen, laissant Müller seul aux commandes avec son chargeur, un gamin de 19 ans nommé Otto qui tremble en alimentant le canon KWK 42 de 75 mm. Avancez vers le col, ordonne le colonel Rudolf Gerhardt par radio, sa voix craquant comme du gravier dans le fût G5. Saint-Vite est à portée, brisez-les avant la nuit. La 5e Panzerdivision, maintenant une bête blessée avec seulement 150 blindés en état, force le passage vers la ville clé de Saint-Vite. Un nœud routier vital pour l'offensive. Les chenilles des Tiger UI mordent la route étroite, bordée de talus escarpés, où les Américains ont creusé des positions avec leurs pelles E-Tool. Gerhardt, dans son Halftrax de KFZ 251, dirige l'assaut depuis une crête boisée, ses jumelles balayant le paysage. Première compagnie déployée en ligne, appui des Jagdpanzer sur les flancs. Les chars de chasse, armés de leur PAC 43 de 90 mm, se positionnent avec un rugissement primal, leurs tourelles pivotant pour couvrir les approches. À l'arrière, les grenadiers de la Panzerlehr, trempés jusqu'aux os, avancent en vague, leurs MP40 et MG42 prêts à faucher toute résistance. Fritz, le jeune de 18 ans, suit son nouveau sergent, un vétéran bourru nommé Lucas, rampant dans un fossé rempli d'eau glacée. Son carabineur 98K pèse comme du plomb, et il murmure une prière entre ses dents, le cœur cognant contre ses côtes. Au quartier général de Prüm, le général Hasso von Manteuffel arpente la pièce enfumée, son manteau dégoulinant sur le sol de pierre. Les cartes sur la table sont tachées d'encre et de café froid, montrant la progression hésitante vers Saint-Vite. Ses aides de camp, penchés sur des télétypeurs, décodent les messages énigmas qui arrivent par bribes, brouillés par les interférences alliées. La 116e Panzer nous rejoint par l'ouest, annonce un capitaine, ajustant son casque. Mais les Américains ont fortifié la ville, la 7e Armored Division, avec des éléments de la 106e Infantry, sous le colonel Bruce Clark. Von Manteuffel frappe du poing sur la carte, son monocle tombant. C'est notre chance. Envoyez les Sturmpanzer 4 pour un bombardement direct. Les Nebelwerfer couvriront l'infanterie. Il active la ligne sécurisée vers l'OKW. Général, percée imminente à Saint-Vite. La division tiendra. Mais le major Erich von Dembach, dans l'ombre, secoue la tête devant un rapport frais des interceptions radio alliées décryptées par les machines Colossus britanniques révèlent que le Chaef a anticipé l'assaut. Des renforts, la 101e Airborne de McAuliffe, affluent vers Bastogne et des P-47 Thunderbolt patrouillent les cieux, guidés par des radars SCR 584. « C'est fini, général !» murmure von Dembach. Le piège est tendu. Il nous attire dans un entonnoir, avec l'artillerie pour nous broyer. Sur le front, l'assaut se déchaîne comme une tempête. Les panzers roulent en formation serrée, leurs phares perçant la pluie, écrasant les barbelés et les sacs de sable américains. Müller ordonne le feu. Un obus Panzergranate 39 siffle vers un bunker en béton, camouflé sous des filets de camouflage. Explosant dans un jaillissement de débris. Des cris en anglais fusent « Incoming! Take cover !» alors que des GI de la 7e Armored ripostent avec des bazookas M9, leurs projectiles anti-chars de 80 mm perforant le flanc d'un Panther voisin.
L'explosion secoue le sol, projetant Müller contre les parois de sa tourelle. Otto hurle, une écharpe dans la jambe. « Vous êtes là !» Coincé dans l'étroitesse métallique, l'odeur de chair brûlée envahissant l'habitacle, tandis que le canon coaxial MG-34 arrose les ombres. Gerhardt, exposant sa tête du half-track, motive ses hommes. « Avancez, pour la patrie !» Mais une rafale de 50 cales d'un half-track M3 US balaie la crête, fauchant son adjudant et criblant le véhicule de trous. Fritz et Lucas chargent avec une section de Fallschirmjäger, leur FG-42 crachant des rafales courtes vers les maisons en ruine de Saint-Vith. La ville est un labyrinthe de rues pavées, barricadées par des épaves de Jeeps Willys et des canons anti-chars M1 de 57 mm, servis par des artilleurs US au visage noirci. Une grenade Mills explose à leurs pieds, projetant Lucas au sol, une jambe déchiquetée. Fritz tire à l'aveugle, abattant un GI qui surgit d'une porte, son M1 Garand encore fumant. « Poussez! Prenez la gare !» crie un officier, mais le sol tremble sous un barrage d'obusiers M114. Les longues tomes de 155 litres positionnés sur les collines environnantes, martèlent avec une précision chirurgicale, guidés par des observateurs avec des radios BC-611. Une salve frappe la colonne de chars, immobilisant 3 Tigers dans un chaos de flammes et de métal tordu. Les réservoirs percent, le carburant s'enflamme, et les équipages hurlent en sautant des carcasses, mitraillés par des Brownings M1919. Von Manteuffel, au PC, reçoit les rapports par fil. Les radios sont mortes sous les jammeurs alliés. 20 blindés perdus, général. Les Américains ont des positions bétonnées, avec des mines et des fossés partout. Il ordonne un repli partiel. Regroupés sur la ligne de crête. Attendez les renforts de la 2e Panzer. Mais von Dembach interrompt. C'est trop tard. Leur Thunderbolt arrive, regardez le ciel. Au loin, le vrombissement des moteurs Pratt & Whitney des P-47 déchire les nuages. Leurs ailes chargées de roquettes HVAR et de bombes de 500 livres. Les pilotes US, briefés par le renseignement du Chaef, pixent sur les colonnes exposées, leurs mitrailleuses de 12, 7 mm hachant les half-tracks et les panzers à l'arrêt. Une bombe touche un Sturmpanzer IV, le soulevant comme un jouet avant de l'anéantir. Gerhardt, le bras en sang d'une égratignure, ordonne une contre-attaque désespérée. Chargez la gare, toute la division. Les survivants, 8000 hommes et 120 chars, se ruent en avant, mais le piège se resserre. Les rues de Saint-Vith deviennent un abattoir, des snipers US perchés dans les clochers, des tanks M4A3 Sherman embusqués au carrefour, leurs canons de 76 mm perforant les blindages latéraux allemands. Müller, extrayant son panthère d'un cratère, voit un ami d'enfance, un autre lieutenant vaporisé par un obus direct. Fritz, traînant Lucas vers l'arrière, trébuche sur un corps. Un GI avec une lettre froissée, un rappel humain de l'horreur. Les Allemands gagnent du terrain pied à pied, capturant un poste de commandement US avec des cartes révélant les renforts en route, mais le coup est effroyable. Munitions épuisées, carburant rationné et les blessés gémissant dans la boue. Von Manteuffel, le visage gris, envoie un message codé à Hitler. Saint-Vith engagé, mais résistance acharnée, perte lourde. Il sait que l'offensive patine, le piège invisible, ce réseau de renseignements alliés, de terrain impitoyable et d'artillerie invisible, broyant la division comme un étau. La pluie redouble, noyant les feux, mais les hurlements persistent. Müller, haletant, recharge pour une dernière salve, sentant le filet se nouer définitivement autour d'eux. La nuit tombe, et avec elle, l'ombre d'un siège interminable, où chaque heure saigne la force allemande un peu plus. La nuit du blocus. Le 17 décembre 1944, la nuit enveloppe Saint-Vith comme un manteau de plomb, la pluie cessant enfin pour laisser place à un froid mordant qui gèle les flaques de boue en plaques traîtresses. Vous entendez le silence oppressant entre les rafales sporadiques, brisées seulement par le gémissement des blessés et le crépitement des feux mourants dans les carcasses de chars. L'odeur de métal chauffé et de chair carbonisée plane dans l'air immobile. Un rappel constant de la boucherie de l'après-midi.
Le lieutenant Klaus Müller, épuisé au-delà des mots dans la tourelle glaciale de son Pantherausf. G fixe l'obscurité à travers les épiscopes couverts de givre. Otto, son chargeur boiteux, somnole contre une caisse de munitions, un obus Panzergranate 39 à moitié chargé dans le canon KWK-42. « Restez éveillés », murmure Müller dans l'intercom, sa voix rauque éraflée par la poussière et la fumée. Les Américains ne dorment pas. Dehors, la 5e Panzerdivision, saignée à blanc avec à peine 100 blindés opérationnels et 7000 hommes, s'accroche à ses positions autour de la ville, un siège improvisé qui tourne au cauchemar. Le colonel Rudolf Gerhardt, le bras bandé et le visage creusé par la fatigue, s'abrite dans un bunker improvisé creusé dans un talus, éclairé par une lanterne à acétylène qui projette des ombres dansantes sur les murs de terre. Son Half-Track SID KFZ 251, criblé d'impact, est remorqué à l'arrière par un tracteur d'artillerie SID KFZ 9. « Rapportez les pertes », ordonne-t-il à un adjudant pâle, un jeune lieutenant aux yeux hagards qui note frénétiquement sur un calepin taché de boue. « 25 chars détruits aujourd'hui, colonel. » Les grenadiers de la Panzerlehr ont perdu 2 compagnies entières aux abords de la gare. Gerhardt hoche la tête, allumant une cigarette rationnée avec un briquet Sturmzeug, le tabac âcre calmant à peine ses nerfs. Par radio Fugé 12, il contacte les unités isolées. Maintenez la ligne. Pas de repli sans ordre. Saint-Vite doit tomber avant l'aube. Mais intérieurement, il sent le poids du piège. Les rues barricadées, les snipers invisibles perchés dans les ruines, et ce réseau d'artillerie américaine qui semble anticiper chaque mouvement. Au quartier général de Prüm, le général Hasso von Manteuffel fixe une carte illuminée par une lampe à huile. Les lignes rouges de l'avancée allemande, maintenant figées comme des veines pétrifiées. La pièce est un brouhaha de voix étouffées et de cliquetis de machines Enigma, où les opérateurs décryptent des messages fragmentés sous les interférences alliées. Ces aides de camp, dont un major de l'état-major général, au visage marqué par une cicatrice fraîche, rapportent les dernières nouvelles par fil tendu. Les radios portatives sont muettes sous les jammeurs US. La 116e Panzer est bloquée à l'ouest, général. Les Thunderbolts ont détruit leur dépôt de carburant, et pour la 5e, les réserves de munitions tombent à 40%. Von Manteuffel ôte son monocle, frottant ses yeux injectés de sang. C'est intenable. Envoyez les derniers Sturmpanzer IV pour un assaut nocturne, coordonné avec les Fallschirmjäger pour infiltrer la ville. Il ignore les protestations du major Erich von dem Bach qui agite un rapport intercepté. Des signaux radio alliés, captés par des stations de Bletchley Park, indiquant que le général Bruce Clark de la 7e Armored a reçu des renforts, des éléments de la 106e Infantry Division, repositionnés par le Chaef avec une rapidité surnaturelle. Général, c'est leur intelligence. Des espions belges dans les villages, des éclaireurs avec des walkie-talkies SCR-300 et des radars qui cartographient nos mouvements depuis les Ardennes. Ce blocus n'est pas du hasard, c'est un étau forgé pour nous immobiliser. Dans les rues sombres de Saint-Vite, le siège s'éternise en une guerre d'usure. Müller ordonne à son panthère d'avancer au ralenti, les chenilles grinçant sur les pavés disjoints, évitant les cratères remplis d'eau gelée. Une patrouille de grenadiers avance à pied, leurs bottes claquant softly, armés de MP40 et de grenades à main. Soudain, un éclair illumine la nuit. Un canon antichar M1 de 57 mm américain, camouflé dans une maison en ruine, crache un obus AP qui perce le flanc d'un Jagdpanzer à proximité. L'explosion projette des éclats qui sifflent comme des frelons, touchant Otto à la tempe. Le gamin s'effondre, du sang coulant sur le plancher métallique. « Vous êtes là ?» avec Müller, le cœur serré dans la tourelle exiguë, chargeant un obus à la hâte, tandis que le canon riposte, abattant le bunker d'une salve précise. Mais la riposte est féroce. Des mitrailleuses Brownings M1919, montées sur des Half-Track M3, arrosent la rue, forçant le repli. « Reculez, couvrez les flancs !» hurle Müller dans la radio, sentant le carburant du Maybach HL 230 diminuer dangereusement. « Fritz,
Blotti contre un mur effrité, avec son sergent Lucas, dont la jambe bandée suinte sous un garrot improvisé, monte la garde près d'un croisement. Son carabineur, 88K, est froid contre sa joue, et il écoute les murmures des blessés dans l'ombre, des plaintes en allemand mêlées à des sanglots étouffés. Une sentinelle américaine, un GI de la 28e Infantry Division avec un M1 Garand, surgit d'une ruelle adjacente, son casque en acier luisant sous la lune pâle. Fritz tire le premier, l'abattant d'une balle au torse, mais le bruit attire une escouade US. Des Thompson Submachine Gun crachent des rafales, fauchant 2 camarades. Lucas riposte avec son FG-42, ses balles traçantes zébrant la nuit. Mais une grenade Mills explose à 10 mètres, projetant Fritz au sol dans un nuage de poussière et d'éclats. Il rampe vers l'abri, le souffle court, sentant le piège se resserrer. Les Américains ne chargent pas, ils harcèlent, isolent, épuisent, utilisant le terrain urbain comme un labyrinthe mortel, avec des fils téléphoniques enterrés reliant leur position aux batteries d'obusiers M114 sur les collines. Gerhardt, arpentant le périmètre du bunker, reçoit un message codé de von Manteuffel. Tenez jusqu'à l'aube, renfort en route. Mais les half-tracks à l'arrière, chargés de munitions et de rations, sont cloués par des mines Teller semées par les ingénieurs US. Un convoi de Kübelwagen, transportant des brancardiers avec des trousses médicales morphium, est mitraillé par un sniper perché dans un clocher, ses balles, 30-06 perforant l'étoile. Les blessés s'entassent, les médecins de la Wehrmacht improvisant avec des seringues de pervitin pour maintenir les hommes éveillés. Von dem Bach, au PC, plaide une retraite. Général, la division est piégée. Leurs P-47 ont rasé nos lignes de ravitaillement. Sans carburant, les Panzers sont des cibles immobiles. Von Manteuffel hésite, son cigare éteint entre les lèvres, sachant que l'OKW à Zossen attend une percée qui n'arrive pas. Hitler, dans son bunker à Berlin, exige des résultats, ignorant que le réseau allié, des agents de l'OSS infiltrés, des décrypteurs Colossus lisant les codes Enigma, a transformé l'offensive en un bourbier. Müller, pensant auto avec un kit de premier secours, entend le vrombissement lointain. Des moteurs d'avions alliés, peut-être des mosquitos britanniques survolant pour des repérages radars. La division, jadis une lame d'acier, est maintenant un colosse aux pieds d'argile, ses unités dispersées en poches vulnérables autour de Saint-Vite. Fritz, reprenant son souffle dans l'ombre, chuchote à Lucas « On n'en sortira pas vivant ». Le sergent hoche la tête, serrant son fusil. Gerhardt, scrutant la nuit, ordonne une contre-patrouille. Infiltrer leurs lignes, trouver une brèche, mais l'invisible persiste. Des observateurs US avec des jumelles infrarouges primitives, des lignes de communication inviolables. L'aube pointe à l'horizon, grise et impitoyable, promettant un nouveau jour de saignement lent. La 5e Panzer vacille, le blocus se solidifiant comme du béton armé, et von Manteuffel sait que le piège, tissé de secrets et de sacrifices, est sur le point d'étouffer la division pour de bon. La chute finale. Le 18 décembre 1944, l'aube se lève sur Saint-Vite comme un verdict inexorable, un voile de brume grise qui enveloppe les ruines fumantes et les corps figés dans la boue gelée. Vous sentez le froid piquer comme des aiguilles, s'infiltrant sous les uniformes déchirés, tandis que le premier rayon pâle illumine les carcasses noircies des panzers, vestiges d'une gloire fanée. Le lieutenant Klaus Müller, les yeux cernés de fatigue, dans la tourelle rouillée de son Panther AOSF. G actionne le démarreur avec un grognement du moteur Maybach HL 230 qui tousse comme un mourant. Otto, son chargeur blessé, est parti à l'infirmerie improvisée. Seul avec un opérateur radio muet, Müller scrute les rues barricadées. « Dernier charge !» murmure-t-il pour lui-même, chargeant un obus Panzergranate 40 dans le canon KWK 42. Le métal froid mordant ses doigts engourdis. Dehors, la 5e Panzerdivision, réduite à 90 blindés et 6000 hommes épuisés, s'apprête à un assaut final. Un pari désespéré pour briser le blocus américain.
Le colonel Rudolf Gerhardt, adossé au mur effrité de son bunker, inhale une dernière bouffée de sa cigarette rationnée. Le tabac amer, un luxe fugace au milieu du chaos. Son bras bandé palpite sous le pansement souillé, et il ajuste son casque avec une détermination lasse. Par radio Fugé 5, sa voix craque dans l'éther. Toute la division, à l'attaque. Prenez la place centrale, pas de quartier. Les grenadiers de la Panzerlehr émergent des trous de renard creusés avec des Klapspaten, leurs MP40 et MG42 prêts, le souffle formant des nuages dans l'air glacé. Fritz, le jeune de 18 ans, suit Lucas, dont la jambe mutilée est traînée sur une civière improvisée, rampant vers un carrefour jonché d'épaves. Son carabinaire 98K tremble légèrement, et il jette un œil aux maisons éventrées, où des ombres ennemies guettent. L'odeur de poudre résiduelle et de chair pourrie emplit ses narines, un rappel que la nuit n'a apporté ni repos ni pitié. Au quartier général de Prüm, le général Hasso von Manteuffel fixe la carte comme un condamné son verdict, les lignes rouges de l'offensive maintenant un enchevêtrement de flèches brisées. La pièce est un tombeau de silence ponctué par le tic-tac d'une horloge volée et les murmures des aides de camp, leurs uniformes froissés témoignant des heures sans sommeil. Un capitaine, penché sur un télétypeur, lit un message décodé par l'Enigma. La 116e Panzer repoussée à l'ouest. Perte. 40% des blindés. Carburant critique. Von Manteuffel ôte son képi, passant une main dans ses cheveux grisonnants. C'est la fin pour Saint-Vite si nous ne perçons pas. Envoyez les derniers Tiger Shi pour couvrir l'infanterie, et priez pour que les Nebelwerfer distraient leurs artilleurs. Le major Erich von Dembach, les traits tirés, agite un rapport final. Des interceptions alliées, capté par les antennes directionnelles britanniques, montre que le général Bruce Clark de la 7e Armored Division a consolidé ses défenses avec des renforts de la 106e Infanterie et des premiers éléments de la 101e Airborne en route pour Bastogne. Général, le piège est complet. Leur radar SCR 584 guide les obusiers M114 depuis les collines. Nos mouvements sont lus comme un livre ouvert. L'OSS a infiltré nos lignes avec des agents belges. C'est pour cela que chaque assaut tombe dans le vide. Von Manteuffel le fixe, un éclat de défi dans les yeux, mais son cœur sait. L'offensive des Ardennes saigne à mort ici, dans ce carrefour maudit. L'assaut final éclate comme un orage contenu, les panzers roulant en ligne sur les pavés disjoints, leurs chenilles broyant les débris sous un ciel qui s'assombrit à nouveau. Müller avance en tête de sa section, le Panther grondant, son canon pivotant pour abattre un half-track M3 américain qui surgit d'une ruelle, ses mitrailleuses, 50 cales crachant une averse de plomb. L'impact secoue le véhicule ennemi, le projetant contre un mur dans une explosion de carburant, mais la riposte est immédiate. Un bazooka M9, lancé depuis un grenier par un GI de la 28e Infanterie, perce le blindage latéral d'un Jagdpanzer voisin. La déflagration illumine la rue, projetant Müller contre les commandes. Il riposte d'une salve, le KWK 42 tenant et réduisant le tireur en une silhouette fumante. Vous êtes là, coincé dans l'étroitesse de la tourelle, le cœur battant au rythme des impacts qui ricochent sur les 80 mm d'acier, l'odeur de sueur et de peur étouffante. Gerhardt, dirigeant depuis un point élevé, ordonne « Poussez vers la gare, les Fallschirmjäger, flanchés par l'Est ». Les Paras, armés de leurs FG-42, chargent en sautant par-dessus les barricades, leurs grenades Stillandgranat explosant dans les boyaux américains. Fritz et une poignée de grenadiers percent une brèche, rampant sous le couvert d'un tir de barrage des Nebelwerfer. Ces lance-roquettes qui hurlent leur refrain mortel, semant la confusion avec des charges fumigènes. Ils atteignent la place centrale, un square jonché de corps et de caisses de munitions US, et s'emparent d'un poste de commandement. Des cartes du Chaef, froissées sous une radio SCR 300, encore chaude, révélant les mouvements alliés. « On a une brèche !» crie Fritz, tirant sur un sniper perché dans un beffroi, son M1 Garand tombant dans la poussière.
Mais l'euphorie est éphémère. Un barrage massif s'abat, des obusiers Long Tom de 150 mm guidés par des observateurs avec des jumelles infrarouges primitives. Les explosions déchirent la ligne, isolant les unités. Un Tiger Prime est soulevé et projeté sur le côté, son équipage piégé à l'intérieur, hurlant tandis que les flammes les dévorent. Lucas, traîné par Fritz, est touché à la poitrine par une rafale de Thompson. Il s'effondre, les yeux vitreux, murmurant « Cours, gamin, cours !» Von Manteuffel, au PC, reçoit les rapports par messager à pied. Les lignes radio sont coupées. La division avance, mais les pertes montent à 50%, général. Les Thunderbolt P-47 reviennent. Leurs roquettes HVAR ravagent les arrières. Il ordonne un repli tactique, regroupé sur la ligne extérieure, sauver ce qui reste. Mais il est trop tard. Les Américains, renforcés par des jeeps William B transportant des officiers du 7e corps US, contre-attaquent avec des M4A3 Sherman, leurs canons de 76 mm perforant les flancs exposés des Panzers allemands. Müller, son Panther embourbé dans un cratère, abandonne le véhicule, rampant vers l'arrière sous le feu croisé des Brownings M1919. Gerhardt, mitraillé en couvrant la retraite, tombe le dernier, son corps criblé près de la gare qu'ils ont si chèrement gagné pour la perdre aussitôt. La 5e Panzer se replie en désordre, ses survivants, 4000 hommes et 60 blindés, filant vers le sud sous un déluge d'artillerie. Von Manteuffel, évacuant Prüm, envoie un ultime message codé à l'OKW. Saint-Vite perdu, division arrêtée, offensive compromise. Le piège invisible, ce filet de renseignements alliés, de terrain impitoyable et de coordination sans faille, a broyé la division. Saignant l'offensive des Ardennes jusqu'à l'os, Fritz, boitant dans la forêt, jette son fusil, les yeux vides sur les ombres qui les poursuivent. Bastogne tiendra, les lignes alliées se refermeront, et dans les bunkers de Berlin, Hitler maudira ce carrefour qui a tout changé. La guerre impitoyable continue, mais pour la 5e Panzer, c'est la fin. Un sacrifice anonyme dans le froid des Ardennes, où l'invisible triomphe du fer.